Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Talk Alumni. Donc, le principe est simple, hein, on donne la parole à nos anciens étudiants pour nous parler de son parcours, de ses expériences. Et ce talk est ouvert donc à nos alumni, mais aussi à nos étudiants, nos futurs étudiants, et puis bien évidemment à tous les professionnels de la communication et de la publicité. Voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez poser vos questions donc, tout au long de ce talk. Voilà, on espère que ça va vous plaire. Pour ce premier talk, j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir Stéphane Schwartz, donc ancien étudiant de l'ESP, de la promotion 1999 et directeur créatif donc, de l'agence Le Pub à Singapour. Bonjour Stéphane. Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Tu réalises en plus ce talk de Singapour où tu travailles et résides donc depuis quelques années. Alors, je ne veux pas spoiler nos participants, mais voilà, j'ai pu avoir un petit aperçu de ce talk et je sais que ça va être passionnant. Et en même temps, il y a de quoi. Stéphane, tu as une carrière qui est incroyable. Tu as travaillé dans des agences prestigieuses. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais il y a notamment Change, Hérésie, BETC, Ogilvy Singapour et, je l'ai dit tout à l'heure, donc Le Pub. Et au fil de ton parcours, donc, tu as pu travailler sur des campagnes primées. Tu as remporté des prix prestigieux. Et notamment cette année, alors pas n'importe quel prix, le Grand Prix Glace, donc au Cannes Lions, pour Unilever. Donc c'est une campagne sur laquelle tu vas revenir donc, pendant ce talk. Donc c'est vrai que tu as un créatif qui est revenu internationalement. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'à l'origine, tu ne te destinais pas forcément à la création. Tu as commencé ta carrière côté client avant donc de répondre à l'appel de la création. Donc tu nous parleras de ce choix aussi lors de ce talk. Et alors, avant de te laisser la parole, je voudrais juste citer quelqu'un qui a accepté de te décrire en une phrase. Il s'agit d'Emmanuel Vivier, donc, qui est le cofondateur du Hub Institute. Alors, je ne pourrais pas citer tous les éloges qu'il m'a confiés, mais voici juste un petit extrait. Stéphane a su, avec talent, poncer tous les angles de la pub, la com, l'innovation et de la créativité aux quatre coins du monde. Stéphane, c'est l'exemple même du créatif nomade polymathe qui ose se réinventer en permanence en prouvant que l'excellence est toujours à l'opposé de notre zone de confort. Rien que ça. Donc, je crois que tout le monde a compris ici que ton parcours est exceptionnel. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour nous en parler un petit peu plus en détail. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je suis très content d'être là et surtout un peu surpris parce que j'étais, je pense qu'on peut le dire, j'étais un absolu cancre à l'ESP et c'est toujours marrant de se retrouver dans un setting où d'un seul coup il va falloir parler de soi-même et de son parcours. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais demander à Valérie, comme ça. Je pense Donc, que c'est bon, ouais. avant que je réponde à cette montagne d'éloges que je pense que je ne mérite pas, je voudrais revenir peut-être en quelques mots simplement sur mon parcours, parce qu'effectivement, même si j'ai fait l'ESP en 1999, par la suite, j'ai pas du tout été dans le milieu de la publicité, mais plus dans la com interne. D'abord dans la com interne, dans l'aéronautique au Luxembourg, d'abord dans l'aéronautique à Paris, chez Safran, ensuite chez Arcelor, qui est devenu ArcelorMittal, où pendant 7 ans, j'ai exercé un certain nombre de rôles, directeur de la com interne, puis directeur de la com de crise, de la publicité aussi. Et ensuite, j'ai fait un court passage aux Émirats Arabes Unis pour gagner plein d'argent, pas mentir, mais où un jour, en fait, je me suis rendu compte, c'était un moment un peu. J'avais 38 ans, donc j'en ai presque 50 aujourd'hui. Je sais, ça se voit pas du tout, mais c'est parce que chez les gros, on le voit moins. Mais le truc, c'est que en fait, je me suis rendu compte à 38 ans que j'avais fait un peu le tour de la question et que j'avais plus envie de faire ça. Et pendant un an, en fait, j'ai fait ma midlife crisis, c'est-à-dire j'ai fait pendant un an tout ce que j'avais envie de faire, que des conneries. J'ai traversé le Vietnam en moto, d'ailleurs avec Emmanuel Vivier. Je me suis marié, bref, j'ai appris à sauter en parachute.
que des conneries, quoi, en somme. Et un jour, je me suis dit, bah, il faudrait quand même se remettre un jour à bosser. Et je me suis dit, le seul truc vraiment qui m'avait fait vibrer dans mon job avant, c'était la publicité. Et en fait, je suis pas français, même si je le parle. Je suis allemand et américain. Et en fait, je me suis dit, la façon la plus simple de commencer à travailler, c'est de le faire en France où il faut admettre, malgré toutes les qualités que possède la France, que le fait de parler des langues étrangères n'en est souvent pas un. Et en fait, je suis arrivé un peu en France à l'Esbrouf. Et d'ailleurs, c'est Manu qui m'avait aidé à l'idée à l'époque de trouver des free. Et en fait, j'étais en pur syndrome de l'imposteur, simplement en comptant un peu sur mes qualités de présentation, d'avoir envie de le faire. Et en fait, j'ai fait quelques free pour Change, pour Patrick Mercier. Et Patrick m'a vraiment donné l'occasion d'aller chez Change. Et j'y suis allé en tant que, au départ, responsable du Newbies. Et en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était la pub. Et c'était hyper stressant parce que pendant toute la journée, je comprenais rien parce que tout le monde parle en acronyme, tout le monde parle en accéléré, tout se fait dans une urgence incroyable. Mais j'adorais ça. J'adorais ce côté de l'urgence perpétuelle, etc. Mais le soir, en fait, je googlais tous les acronymes pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Et très honnêtement, au début, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était une idée, une campagne ou quoi que ce soit. Mais comme je me démerde un peu et que je présente pas trop mal, en fait, j'ai réussi à trouver un peu mon rythme. Et un jour, en venant d'une prise de brief d'un client, dans le taxi, j'ai eu une idée. Bref. Et je suis allé dans l'open space créatif et j'en ai parlé à un DA, un directeur artistique, et je lui ai dit, tiens, voilà ce qu'on pourrait faire. Et ce DA artistique, c'est Jacques Decaze, et il sera mon partenaire pendant 7 ans. Et il me dit, ouais, c'est vachement marrant ton idée, viens, je te la maquette et on la vend. Et en fait, on vend ce truc, c'était pour les opticiens Chris, et ça a super bien marché. Et je suis allé voir Patrick Mercier, et je lui ai dit, écoute, en fait, je veux aller avec les gens marrons au fond qui ont des idées, quoi. Et Patrick m'a dit, bah ok, pas de problème. Et comme ça a commencé une carrière de jeune, de jeune rédac à 38 ans. Et on a fait deux, trois trucs pas mal chez Change. Ensuite, on est allé chez Hérésie, on a fait deux, trois trucs bien. Et un jour, Stéphane Xiberas m'a appelé parce qu'en fait, on avait fait une opération de gaming dont Stéphane Xiberas est extrêmement fan. Il m'a dit, tiens, on aurait besoin de gens comme vous, un peu iconoclastes et un peu différents chez BETC. Et en fait, a commencé chez BETC quasi 6 années où, en fait, dans les premières années, honnêtement, on n'a pas compris le jeu. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le jeu, c'est que en fait, les idées qu'on vend tous les jours aux clients et les idées qui gagnent à Cannes sont souvent très, très, très différents. Et j'y reviendrai par la suite. Et ensuite, en fait, comme BETC, c'est une machine immense avec 1000 personnes, 300 créas. En fait, il y avait énormément de directeurs de création, énormément de gens qui nous ont aidés à comprendre ce que c'est des idées. Et au fur et à mesure, en fait, on a progressé, on a fait des choses de mieux en moins, jusqu'à finalement gagner à Cannes. Et en fait, gagner à Cannes, c'est un logiciel. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que, s'il vous plaît, interrompez-moi, parce que comme tous les directeurs de création, j'adore m'entendre parler. Donc, vraiment, Valérie, si tu vois des questions, etc., parce que comme me suis mis en full écran, je ne le vois plus. S'il vous plaît, interrompez-moi, ou du moins, écrivez vos questions dans le chat, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc aujourd'hui, je suis exécutif Je te créatif. fais signe s'il y en a. Génial. Donc aujourd'hui, je suis exécutif créatif directeur au pub, donc directeur de la création de l'agence Le Pub, qui fait partie de Publicis, mais qui est l'agence sur mesure et qui n'a finalement, c'est un peu réducteur de le dire, mais qui a un seul client qui est Heineken. Sauf que Heineken a évidemment beaucoup plus de marques et en Asie, on travaille sur Heineken, mais aussi sur la bière Tiger. Pour ceux qui ont voyagé en Asie, savent que c'est une bière un peu premium qui fait partie du sud-est asiatique, mais aussi Bintang à Bali ou en Indonésie. Et donc, c'est une agence qui a été montée, c'est un peu l'équivalent de David pour Ogilvy,
C'est une agence ultra créative dont l'ambition, c'est d'être parmi les meilleurs au monde. Parmi les meilleurs au monde, mais dans une discipline au quotidien, bien sûr, dans le travail qu'on fait au quotidien, mais surtout au Cannes Lions. Donc, au Cannes Lions, pour faire simple, c'est un peu les Oscars du monde publicitaire. Euh, c'est toujours un peu marrant parce que mon père, qui comprend absolument rien, j'essaie de le prendre avec un peu de distance. C'est que j'ai dit toujours les Cannes Lions, c'est comme les Oscars, mais de la plomberie. C'est-à-dire que imaginez que le meilleur plombier il soit récompensé dans des catégories hyper pointues comme le mec qui fait les meilleurs joints de soudure nickel sur chrome. Euh, et on a vu que Cannes Lions, ça grandit chaque année, et ça grandit chaque année avec un arsenal de catégories de plus en plus pointues, qui va du B2B au luxe, à l'influenceur. Et souvent, je dis aux créatifs, c'est que le travail qu'on fait au quotidien, c'est du judo, et le travail pour Cannes, c'est du karaté. Et en fait, on a l'impression qu'on est habillé pareil, avec un kimono, avec une ceinture, mais en fait, le sport est complètement différent. Et ce sport différent, c'est que moi, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Cannes, d'ailleurs, pas tout à fait à tort, mais en fait, moi, je le vois comme le laboratoire de recherche et développement de la publicité. Et surtout dans un environnement où on est de plus en plus contraint par des clients, quelquefois, Cannes, c'est l'occasion aussi de montrer le potentiel créatif d'une agence. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une série de case studies. Les case studies, c'est la façon où, en moins de 2 minutes 05, il faut expliquer l'idée à un jury. Et ce que je vous propose, c'est de regarder, je crois, 4 case studies. La circulation des véhicules va être limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité de la capitale. 30 km/h, 30 km/h, 30 km/h for the city of light. J'en ai marre, c'est honteux. C'est du racket pour nous. Le concept sport distance a proposé aux coureurs de se faire flasher par les radars fixes de contrôle de la vitesse. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et forcément, elle remporte un immense succès. Ils courent super vite pour que le radar les flash. Hop, c'est le premier.
Pardon. Hop. Make a way for that. Ooh, the red, white, and blue. And we could be anyways, hey, we would feel. Ooh, they want the candy and you. It ain't me. It ain't me. I ain't no better song. It ain't me. It ain't me. I ain't no boy. Some folks about silver spoon in hand. Now don't they help themselves, dog. So with it back. Everything all right, sir? Risky, definitely, but it is a measured risk. And when it comes to the ROI of Rockstar Status campaign, we actually gain more than what we've spent. Rockstar Status. I was on tour with David Lee Roth in the 80s. I know all about these hotel parties. They are getting you a room and you can party like a rock star. Because I've done it. They charge you double for trashing the hotel rooms. Party like a rock star. Bruce Bloody Road. Un grand merci à la chaîne d'hôtels indonésienne qui a acheté cette idée, parce que c'était pas évident, si vous avez des questions. Et ensuite, la dernière. Budweiser is one of the top-selling beer brands in the world. But when it comes to the Canadian province of Quebec, a region where French is the official language, On est au Québec, donc je vais répondre en français. Bud is under pressure. The reason? People adore Quebec's hockey team, the Montreal Canadiens. An entire team owned by our competitor Molson Breweries, so that their brand could be associated with everything hockey-related. So to get back in the hands of hockey fans, we hijacked the only thing Molson couldn't put their name on. In French, but means goal. So by simply adding a few U to our brand name, we invaded hockey in a different way. With live stream banners, a marketing campaign that invaded every streets and pubs in Quebec, and the shelves of all supermarkets. The results? Our campaign became a meme, mentioned every time there was a goal in Quebec, helping us defeat Molson in the heart of hockey fans, and in market shares. Et voila! This is how, by simply adding OO to its name, Budweiser won the hockey derby against Molson to stay la king of beers. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces case studies? Pardon, comme je vois pas le chat, mais... Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais ça va peut-être venir Ok. au fil de la présentation. Tu me diras, Valérie. En fait, donc, ces idées, donc, en fait, il y a un truc hyper important, c'est que ce qu'on appelle ces case studies, ces études de cas, sont devenues aussi importantes, si ce n'est plus importantes que l'idée en soi. Parce qu'en fait, en moins de 2 minutes, il faut raconter une histoire à un jury. Et il faut imaginer un truc, c'est que Cannes, l'année dernière, c'était 37 000 inscriptions à Cannes. Donc, il y a des gens qui scoltinent tous ces case studies et qui disent oui ou non. Donc, en fait, il faut que ces études de cas, elles soient intéressantes et quelquefois, et on peut le regretter, on peut en discuter, c'est que quelquefois, les case studies sont meilleurs que les idées. Mais ce à quoi je veux venir, c'est que quand Valérie m'a proposé de parler à l'ESP et de parler aux alumni, en fait,
je suis toujours un peu gêné parce que les moments où on montre qu'on est le meilleur, bah, en fait, on n'apprend rien du tout. Et on n'apprend rien du tout du succès. Et la vérité, c'est que, et c'est pas la gloire, c'est qu'en fait, ce dont on apprend vraiment, c'est de vraiment faire des merguez, pardon l'expression, mais en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de merde avant de faire des trucs bien. Et parce que c'est le moment et que je le montre toujours à tous mes créatifs qui n'ont jamais gagné, c'est de leur dire, mais gagner, c'est un process. Et je vais vous montrer un truc que j'ai fait. J'ai fait un truc à Paris et qui est absolument abominable et qui est sans doute le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie. Mais après avoir montré quatre case studies qui ont tous gagné à Cannes et pas mal gagné à Cannes, je vais vous montrer aussi que, bah, en fait, d'abord, c'est apprendre. Et plus on apprend de ses erreurs, le mieux on peut devenir. J'ai un ancien patron qui disait toujours, tu peux faire des conneries, il faut juste pas la faire 2 fois de suite. Et donc, ouais, j'ai pas mal merdé et je vais vous montrer ça. C'est vraiment la honte atomique. Rien que le regarder, à chaque fois que je le montre, je rougis tellement j'ai honte. Mais je pense que c'est hyper important. C'est que il y a un truc qui m'énerve, c'est que le dossier des créatifs et surtout des jeunes créatifs est devenu beaucoup trop sage. C'est qu'en fait, toutes les idées se ressemblent, toutes les idées sont hyper calibrées, c'est bien présenté, etc. Et moi, je pense qu'il faut faire des merguez, il faut faire des trucs nuls pour aussi apprendre de ses erreurs. Et je regrette un peu que les dossiers que je reçois, les portfolios que je reçois de créatifs, soient trop sages. Moi, je préfère montrer un truc qui a vraiment été nul, mais où le créatif a compris, plutôt que de montrer des trucs hyper sages qui se ressemblent. Sans plus attendre, une grosse merguez. La plus célèbre esplanade de France. 150 000 challengers. Un seul défi. Saurez-vous le convaincre de vous renvoyer un baiser? Oui, lui. Voilà. Euh, C'était mon TED Talk. Non, bon, ça, je peux regarder 2 fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sérieusement, il faut arrêter de glorifier le succès pour le biais pour le succès. C'est qu'en fait, je pense que si j'avais pas fait des trucs vraiment pas très bien, si j'avais pas pris des murs et encaissé pas mal d'échecs, et ben en fait, ça construit rien du tout. Et, euh, et ouais, et c'est vachement important, c'est vraiment important pour les jeunes créatifs et pour ceux qui d'entre vous se destinent à la création, c'est de dire n'ayez pas peur. Un bon directeur de création, il préférera une idée qui est over the top et peut-être pas bien, mais ou au moins l'intention, peut-être l'insight, ou peut-être il se passait un truc, qu'une succession de choses hyper clichés, hyper conformes, etc. Donc voilà, on fait tous des merguez. Je me permets de t'interrompre, Stéphane. Bien sûr. Il y a quelques réactions suite à ce case. On a Raphaël qui nous dit « Moi, j'adore ». Kella, pardon, qui nous dit « C'est plutôt marrant, oui ». Et on a Angèle qui nous demande « Pourquoi c'est un échec, selon vous ?» Non, mais c'est pas un échec, c'est juste très mauvais en fait. C'est juste, euh, c'est qu'il y a presque rien qui va en fait. Il n'y a pas d'idée, l'exécution elle est assez grossière. Le fait d'utiliser un animal, je pense que c'était OK peut-être il y a 6 ans, mais aujourd'hui c'est quand même vraiment limite. Euh, non, c'est un truc où lorsqu'aujourd'hui, mais c'est intéressant les réactions parce que comme quoi tout est peut-être un peu relatif. C'est que en fait les idées qui gagnent à Cannes, c'est aussi un truc assez snob de la com. C'est que c'est vraiment l'idée pour l'idée.
et que très souvent, en fait, ça n'a pas besoin d'être forcément trop réel. Donc c'est intéressant de voir qu'il il y a des gens que ça ne dérange pas. Moi, quand je le vois, je rougis de honte. Donc, comme quoi, c'est intéressant. Donc, non, c'est juste, en fait, fondamentalement, une bonne publicité ou les publicités euh, qui sont primées ou dont on se rappelle, c'est des publicités qui ont une idée très très forte. Pour moi, L'Ours de Canal+, par exemple, est un film absolument incroyable où c'est une peau d'ours qui devient réalisateur parce qu'en fait, la peau d'ours, elle a regardé tellement de films de Canal+, qu'elle a décidé de devenir réalisateur. C'est une idée à la fois complètement barrée, mais aussi absolument vraie. C'est-à-dire que à force de regarder des films, eh ben, on peut devenir réalisateur. Donc, une idée, mais c'est intéressant, c'est qu'une idée, c'est un monolithe. C'est quelque chose qui est supposé être une vérité humaine. Et donc, dans le film Ma Pause Fruit que vous avez vu, c'est qu'il n'y a pas réellement de vérité humaine, c'est juste une exécution qui est soit, je suis content de voir que certains trouvent ça drôle, ou un peu gênante. Donc, comme quoi, hein, chacun son truc. On a donc Étienne Porto qui nous demande donc déjà la campagne a été achetée par l'annonceur, donc est-ce que le succès c'est pas de l'avoir convaincu et Kéla aussi qui nous demande donc l'idée pourrait être revue mais en soi elle n'est pas mauvaise dans le fond et c'est ce que tu disais. Bah, je pense que moi, ce que j'aime bien chez le pub, c'est que on se bat pour des bonnes idées. Et le truc des créatifs, c'est que on est habitué à vivre sur un cimetière d'idées. C'est-à-dire que les meilleures idées sont jamais celles qui sont achetées parce que une bonne idée, ça fait un peu peur, quoi. C'est que une bonne idée, c'est risqué. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de pas prendre de risques, de pisser dans le trou, pardon, que de réellement prendre des risques. Et je pense que c'est une chose qui est difficile à comprendre et qui est difficile à comprendre pour les jeunes créatifs, c'est que moi, à l'agence, on a une pierre tombale où on met les idées qu'on n'a pas vendues. Et à la fin de l'année, on les prend et on les brûle et on se dit qu'on recommence à nouveau. Quant à savoir si c'était une bonne idée ou pas, je pense que bon, déjà, j'étais jeune dans le métier, c'est pas moi qui l'avais vendu, cette idée. J'ai dû l'exécuter. Mais peut-être, ouais, peut-être que c'était une bonne idée, peut-être qu'il y avait des choses à faire. Je me souviens qu'à l'époque, avec Jacques, on avait des idées qu'on préférait beaucoup sur le même thème et sur la même stratégie, mais à un moment, c'est aussi le DC ou le patron de l'agence qui décide ce qui est vendu ou pas. Ok, merci. Alors, pour en venir au succès au Grand Prix. Donc, à nouveau, je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est que, voilà, en fait, il y a eu 27 000 travaux envoyés à Cannes. Et sur ces 27 000 travaux, il y a 1% de chance de gagner soit un silver, soit un gold ou un bronze. Et les grands prix, il y a exactement 0,07% de chance de gagner. Donc, il n'y a pas beaucoup de chance de gagner un grand prix. Et particulièrement quand on en vient à la géographie. C'est qu'en fait, si je peux prendre une analogie de football, c'est que le pays de la pub, c'est les États-Unis. Et que la majorité des grands prix qui sont gagnés chaque année sont gagnés soit par les États-Unis, soit par l'Angleterre ou l'Europe, qui sont un peu la Champions League de la publicité. Et ici, à Singapour ou en Asie, c'est que la publicité, elle ne fait pas partie de la culture pour plein de raisons différentes, qui seraient peut-être un peu longues d'aller dedans, mais en fait, aujourd'hui, la publicité, elle fait partie de la culture populaire, de la pop culture. Et cette pop culture, elle n'existe pas en tant que telle en Asie. Donc en fait, dire qu'on voulait gagner un grand prix venant d'Asie, c'est encore, à mon avis, plus compliqué que les 0,7% de chance qu'on a gagné. Et ce qu'on a gagné, le Grand Prix Glace, c'est encore une chose différente. Donc pour commencer, déjà, on va regarder la campagne, et puis peut-être que vous aurez des questions sur la campagne, parce que en fait, la campagne n'est pas une campagne de publicité,
c'est qu'en fait, on a créé la première body lotion pour femmes transgenres en Thaïlande. Et en fait, c'est la première fois, à mon avis, à mon sens, depuis un bon moment, que en fait, une agence n'a pas vendu une idée, mais a vendu un produit. Et ce produit-là, en fait, il a un double effet, mais je vous propose de regarder le Grand Prix après. Et n'hésitez pas à regarder le case et peut-être à poser des questions par rapport à ça. It's not every day that the agency responds a communication briefing with a product idea. But when that product idea fits perfectly to your brand purpose, you just gotta do it. จริงๆเราอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเราเริ่มรู้ตัวเนี่ยเราก็ประมาณ14-15ตอนนั้นก็สาเหตุที่เริ่มเทคฮอร์โมนเพราะว่ามีรุ่นพี่พอเริ่มกินฮอร์โมนผิวฮอนก็ความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลูบตัวมันก็จะต่างกับแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเนี่ยผิวเขาก็จะแห้งมากขึ้นแล้วก็ในระหว่างที่มันไม่มีอะไรสมดุลเลยเนี่ย After 2 years of research, we actually were able to come up with the specific ingredients to help address the skin problems that the female transgender consumer are experiencing. The isoflavone is considered the natural estrogen, so it helps healthy transitioning process. That's pretty much the hero ingredients that makes this particular product actually unique. In creating this product, we never thought of it as a limited edition. We decided that it was going to serve a community and it would stay on shelf forever. ของหนูส่วนหนูเห็นตรงเพราะว่าเขาติดเทรนด์ Twitter ด้วยค่ะ Boderma Transition Body Lotion มันไม่ใช่การที่แบบเอาสีรุ้งมาคุณพี่มันไม่ใช่แคมเปญที่แบบเอาสีรุ้งมาครอบแล้วก็บอกว่าอันนี้คือของ LGBT อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบแค่การเมืองแต่มันมาในรูปแบบของ beauty แล้ว Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des commentaires ou en général Pour le moment, pas de questions sur ce case-là. Il y a d'autres questions, mais voilà, on y répondra peut-être plutôt à la fin. C'est des questions d'ordre plus général. Mais peut-être que les questions sur le case Unilever vont arriver pendant la... Ok, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est extrêmement rare pour une agence de proposer de faire un produit. Et très souvent, les créatifs ont des idées de produits. Et je pense que l'idée de faire une lotion pour femmes transgenres, on n'est pas les premiers à l'avoir eu. Ce qu'on est les premiers à avoir fait, c'est de faire qu'elle existe et qu'elle existe avec, pardon, je fais du Vandame, je mélange du français et de l'anglais, mais avec du scale, avec de l'échelle. C'est-à-dire que ce produit, il existe vraiment, il est vendu aujourd'hui dans tous les centres de beauté Watsons, qui sont l'équivalent de la plus grande chaîne de parapharmacie. C'est que, en fait, cette idée, elle a été, elle est vécue en fait sur un brief. Chez Ogilvy, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on briefe les créatifs sur la mission de la marque. Donc Unilever, géant international que vous connaissez bien, qui a des millions de produits. Et en fait, dans le cas de Vaseline, alors Vaseline, ça fait toujours un peu rigoler en France parce que tout le monde pense à ceux dont on ne va pas parler. Mais en fait, Vaseline en Thaïlande et aux États-Unis, c'est la plus grande marque de lotion pour la peau et pour le soin de la peau, qui est l'équivalent de Nivea, d'ailleurs beaucoup plus grand que Nivea. Et leur mission, la mission de la marque, c'est Skin Health for All. Donc c'est la santé de la peau. Et en fait, sur ce brief-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelque chose de très chouette et que je réplique aujourd'hui chez le pub, c'est qu'en fait, on recevait ces briefs et on travaillait dessus. Et ce qui se passait, c'est que en fait, les créatifs, on se rejoignait le vendredi après-midi et dans une grande salle, tous les créatifs présentaient leurs idées en les pitchant
aux directeurs de création, dans ce cas moi et mon patron, le directeur de la création, Nicolas Courant. Et en fait, à la fin, on votait pour savoir quelle était la meilleure idée. Et comme vous pouvez voir, en fait, il y avait sur ce brief-là, il y avait 70 idées. Et l'idée qu'on a retenue, c'est exactement la même idée qui a fini à Cannes. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous lire tout ça parce qu'on s'en fiche un peu, mais la réalité, c'est qu'à part le packaging, et à part le fait qu'en fait, on l'a fait seulement pour les femmes, toute l'idée est restée exactement la même. Et en fait, dans la publicité, très souvent, pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui veulent y travailler, c'est que la réalité, c'est qu'au quotidien, les créatifs ont une idée, les commerciaux et les stratèges aiment bien. Après, le client, il dit, ah, mais je voudrais un peu de ci, un peu de ça. Et puis, l'idée, elle commence au fur et à mesure de plus en plus à descendre dans la qualité de son exécution. Et en fait, une des choses qu'on savait depuis le début, quand on a vu cette idée, c'est que cette idée devait être exactement la même du début de la présentation au client jusqu'à la fin. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est que d'abord, il faut remettre l'idée dans son contexte sociétal. Le contexte sociétal, c'est que la Thaïlande, qui est un pays de 80 millions d'habitants, donc la taille de la France, le fait d'être transgenre n'est pas du tout un point contentieux. C'est-à-dire qu'il y a en Thaïlande, il n'y a pas de chiffre officiel, etc., mais il y a à peu près 10 fois plus de femmes transsexuelles en Thaïlande que dans le reste du monde. Ça a deux explications. C'est dans le bouddhisme thaïlandais, qui est un bouddhisme très, très ouvert, le fait d'être né dans un corps qui n'est pas le tien n'est pas un grand problème. C'est-à-dire que tu nais dans un corps d'homme alors que tu es une femme, pas de bol, Bouddha n'a pas à foirer, mais si tu veux le corriger, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, être transgenre est beaucoup plus accepté que le fait d'être homosexuel. Donc, cette idée n'était jamais une idée politique ou une idée un peu clivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat sur la transsexualité, qui est d'ailleurs absolument horrible au passage, en Europe et aux États-Unis, est un débat politique. En Thaïlande, il ne l'est pas du tout. Et la deuxième chose, c'est que dans le langage, dans le thaïlandais, c'est-à-dire la langue thaïlandaise, le troisième genre existe. D'où le fait d'une grosse acceptation des femmes et des hommes transgenres. Et en fait, on a présenté ça au client et on lui a dit, bah, écoute, voilà, on avait 70 idées, mais la seule qu'on veut vraiment présenter, c'est cette idée-là. Et c'est là où il faut avoir la chance aussi de tomber sur un client assez extraordinaire. Il n'a pas dit, mais vous êtes complètement fous, les cocos. Il a dit, bah, vous savez quoi? Je vous envoie une semaine en Thaïlande et vous allez interviewer des hommes et des femmes transgenres et vous allez voir si votre idée est la bonne. Et on est parti pendant une semaine interviewer des hommes et des femmes transgenres et c'était hyper intéressant. Parce que, en fait, pourquoi on n'a pas fait la lotion pour hommes? C'est qu'en fait, les hommes transgenres thaïlandais nous ont dit, écoutez, foutez-nous la paix. On est des mecs et en fait, des soins de beauté, on n'en a rien à foutre. On va au rayon beauté pour hommes et on achète ce qu'il y a, c'est très très bien. Et donc, ils ne voulaient pas en entendre parler. Alors que les femmes... et puis, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la femme thaïlandaise, et en général les Asiatiques, les femmes asiatiques, ont le degré de connaissance le plus approfondi sur tout ce qui est composition des lotions. C'est-à-dire qu'elles savent exactement le nom des ingrédients, le dosage des ingrédients, niacinamide, etc. C'est-à-dire que donc, en fait, elles ont une culture de la beauté qui est extrêmement différente et beaucoup plus approfondie que celle d'Europe, par exemple, ou des États-Unis. Et en fait, on est revenu d'une semaine en Thaïlande et on avait, je pense, 80 heures d'enregistrement qu'on a remonté dans un court-métrage de 9 minutes pour convaincre, en fait, le client de le faire. Et à nouveau, on a eu un peu de chance. C'est qu'en fait, le client a dit, mais ouais, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'en fait, il y avait un double besoin. Et le double besoin, en fait, on n'a pas tout de suite compris à quel point ce besoin était double. Nous, d'abord, on l'a vu dans une vraie optique de dire, comme vous avez vu dans le case study,
il faut que la peau des femmes transgenres souffre réellement. Et là, il faut parler d'une chose qui est un peu difficile à entendre, c'est qu'en fait, les femmes qui commencent leur transition en Thaïlande à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, et c'est évidemment illégal. Mais donc, en fait, cette lotion, d'ailleurs, ne fonctionnerait pas aussi bien pour les femmes qui font leur transition en Europe. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de rentrer dans des détails qui sont assez graphiques et qui sont un peu choquants, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez bien que quand on commence sa transition à 9 ans, on parle de choses qui sont irréversibles beaucoup plus tôt. Et en fait, elles arrêtent leur puberté grâce au fait de prendre la pilule pour femmes. Et donc, en fait, elles passent par une transition qui est extrêmement différente. Je dis ça parce qu'en fait, pour une fois, en tant que publicitaire, d'habitude, on a un schéma de construction d'une idée qui est assez court. C'est-à-dire, sur un grand film, ça prend maximum 6 mois. Sur des activations, ça prend 3 mois. Là, on a vraiment fait un travail sur 2 ans où, en fait, on a dû travailler avec la R&D d'Unilever. On a fait des vrais... des vrais tests avec ces femmes transgenres, c'est-à-dire que notamment on leur faisait essayer les différentes formules, et ces différentes formules, quelquefois, elles cassaient, en fait, la lotion devait, pour qu'une lotion fonctionne, en fait, la recherche et développement d'Unilever, et c'était passionnant pour un créatif, c'est-à-dire que pour le coup, on devait vraiment travailler avec la recherche et développement, travailler avec les différents services d'Unilever, jusqu'à cette séance fatidique à Cannes, parce que dans certains cas, et j'y reviendrai sur la fin, je veux juste montrer, en fait, le schéma en haut à gauche, c'était les 6 derniers mois, et ça montrait tout ce qu'il y avait à faire pour qu'on y arrive. Et là, ici, le truc, c'est que vous voyez, en fait, c'est que ce produit, on en a fait une vraie campagne de communication. Et vous allez voir, on l'a lancé avec un film extrêmement bizarre, et je pense qu'il va vous étonner, le film, parce qu'en fait, on a traité ce sujet avec l'humour thaïlandais. Et je préfère le dire auparavant, mais j'aimerais bien avoir votre opinion, c'est qu'en fait, c'est un film qu'on pourrait faire nulle part dans le monde, à part en Thaïlande. Mais on a fait aussi, en bas à droite, vous voyez ces films en 3D que vous voyez souvent sur vos produits de beauté. On a travaillé avec une boîte française d'ailleurs, qui fait ces démos pour Guerlain et pour Chanel. Donc des films de très haute qualité. Et on l'a lancé, pas du tout dans l'anonymat, mais on l'a vraiment lancé comme un vrai produit en Thaïlande. Et avec énormément de vues. Je pense que le film, il a fini à 7 millions de vues. Mais je vous montre le film et après, on s'en parle peut-être parce que peut-être qu'il peut vous faire réagir.ในฐานะผู้หญิงข้ามเพศบางทีก็รู้สึกว่าอะไรก็ยังไม่ใช่แต่นั่นกำลังจะเปลี่ยนไปขอแนะนำครั้งแรกของโลกวาสลีนโลชั่นบำรุงผิวกายที่พัฒนาและผ่านการทดสอบร่วมกับผู้หญิงข้ามเพศเพื่อผู้หญิงข้ามเพศเพราะผิวของทุกคนสำคัญVaseline. Un film, je pense qu'on pourrait faire nulle part dans le monde, hein, à part en Thaïlande. Hop. Et en fait, ensuite, donc en fait, on a lancé ça après 2 ans. En fait, on a lancé le produit et on a fait le case study. Et on a envoyé ce case study dans plusieurs catégories à Cannes, notamment, je vais revenir rapidement sur cette image ici.
c'est qu'en fait, pour certaines catégories à Cannes, comme les Glass Lions, qui parlent d'équité de genre, globalement, ou l'innovation, en fait, on soumet son case study, et ensuite, on est ou pas sélectionné, shortlisté. Et en fait, contrairement au reste des catégories de Cannes, ces shortlists, en fait, on doit présenter le case study et répondre à un oral de 10 minutes devant les juges. Et en fait, on doit choisir 2 personnes qui vont venir parler du case study. Et en fait, dans 99% des cas, c'est des publicitaires qui viennent parler de ça. Et en fait, nous, on a fait un pari qui s'est révélé gagnant, c'est qu'en fait, on a demandé à la plus grande influenceuse de Thaïlande transgenre de venir à Cannes présenter l'idée. Donc, et elle parle très mal anglais, et avec la directrice mondiale du marketing de Unilever. Parce qu'en fait, on voulait bien montrer que ce projet, c'était pas juste une idée calibrée pour Cannes, mais que c'était quelque chose qu'on avait fait. On va pas se mentir, on l'a fait pour Cannes. On voulait gagner. Mais qu'on voulait réellement faire quelque chose qui soit réel, et comme vous l'avez entendu dans le case study, qui n'était pas une édition limitée, qui fait partie de la gamme haut de gamme de Vaseline, et qui allait durer en Thaïlande. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu la 2e lotion la plus vendue, parce qu'en fait, dedans, c'est bien évidemment utilisé par les femmes transsexuelles, mais aussi en fait par des femmes tout court, parce qu'en fait, il y a tellement d'ingrédients qui sont bons et pour un prix qui est assez intéressant, c'est-à-dire autour de 15 €, qu'en fait, c'est un produit qui est numéro 2 des ventes dans la gamme Vaseline. Et pour revenir à la présentation des Glass Lions, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une présentation facile. C'est-à-dire qu'en fait, les juges, ils sont là, pas pour dire c'est formidable ce que vous avez fait, messieurs, dames, c'est pour réellement trouver les failles dans le système. Et en plus de ça, c'est que c'est une présentation qui est ouverte au public, qui est accréditée à Cannes. Et en fait, ce qu'on a fait, ce que vous voyez dans l'image en haut à droite, c'est que pendant 4 jours à Cannes, on a en fait révisé avec Notissam et Kathleen, la directrice du marketing, où on a révisé le speech. Et on n'a rien laissé au hasard. Et on a fait une présentation qui a... c'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, en sortant de la présentation, on savait qu'on était pas mal. Et on savait qu'on avait fait quelque chose de bien parce que la salle entière a pleuré. Et elle a pleuré parce que c'était sincère et que c'était pas du bullshit et que derrière, il y avait vraiment l'intention de faire quelque chose de bien. Voilà. Et donc, Je me permets... donc ça, c'est... Et comme souvent d'ailleurs, donc ça c'est le soir de la remise c'est le dernier soir, et donc c'est les grands prix les plus prestigieux qui sont remis, et pour nous c'était hyper important que l'influenceuse Notissam soit celle qui reçoive le prix. Et l'autre truc, c'est que très souvent les awards, c'est surtout pour les créatifs. Et en fait, vous allez me voir sur la vidéo, je suis le petit gros au fond qui lève les bras. C'est qu'en fait, j'appelle mes collègues qui sont restés à Singapour, et en fait, on se fait un Teams, parce que vraiment, c'était la victoire d'un collectif. Et pour finir, en fait, il n'y a pas de secret. En tous les cas, moi, je ne connais pas de... Les créatifs qui gagnent, ce n'est pas les créatifs les plus talentueux. Je dis toujours en anglais, hard work trumps talent. Le travail prime sur le talent. Moi, ce que je vois, c'est que les meilleurs créatifs que je connais, et d'ailleurs, sur les 2 case studies que je vous ai montrés, il y a 2 idées qui ont été faites par des créatifs anciens de l'ESP, Alexandre Giraud et Julien Vergne, qui ont quelques années de moins que moi. Mais en fait, c'est les plus gros bosseurs. On n'y arrive pas tout seul. Et puis, quelquefois, il faut un peu d'opportunité et un peu de chance. Voilà, c'était mon TED Talk. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphane. Alors on a quelques questions, mais avant vraiment bravo encore pour cette belle victoire. On a pas mal de réactions très intéressantes, merci. On a une question, alors tu y as un petit peu répondu déjà, mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus en fait sur, alors est-ce que c'est le process très innovant sur la campagne Unilever qui a été primé à Cannes ou le film à proprement parler? Mais Non, qui est un petit peu... le film n'a pas été primé. Le film faisait partie de la campagne. Il a été soumis en film, mais il n'a pas gagné. Et d'ailleurs, dans le case study, il n'y a même pas la mention du film, parce que ce film est tellement clivant et tellement compliqué qu'en fait, il n'aurait pas aidé à la clarté. Donc, Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, alors, je vais dire un truc qui peut paraître un peu prétentieux, mais en fait, quand j'ai vu cette idée il y a 2 ans et demi, je savais que si on le faisait bien, on pouvait gagner un grand prix. Et en fait, après une nuit avec pas beaucoup de sommeil et peut-être un peu trop d'alcool, le grand patron d'Ogilvy m'a appelé pour dire on avait gagné Grand Prix. En fait, j'ai pleuré pendant 20 minutes, mais j'ai d'abord pleuré de soulagement. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, on a maintenu un standard, on a maintenu une idée à un standard très élevé. Et en fait, le plaisir de gagner est venu beaucoup plus tard. Il est venu quelques semaines, voire même quelques mois après. C'est-à-dire qu'en fait, parce que j'ai pris 10 kilos, je plaisante pas, avec les principales créatifs, c'était vraiment un travail de fond, c'était extrêmement dur. On est passé par 30 crises, 30 façons. Unilever a essayé de l'annuler 2 fois, parce qu'évidemment, il y avait un risque réputationnel qui était important. Donc en fait, c'était un numéro d'équilibriste pendant 2 ans sur un fil. D'ailleurs, une autre question, on a une étudiante qui demande si tu as été à temps plein sur le projet pendant 2 ans, et même au-delà de ça, est-ce que, voilà, j'imagine que non, mais est-ce que tu peux un peu nous dire combien de personnes quand même ça a mobilisé, voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça. Alors non, évidemment, je n'étais pas à plein temps dessus, et je vais même dire que pour parodier une très très bonne signature d'un film très connu, c'est It's what you do in the dark that puts you into the light. C'est ce qu'on fait dans l'ombre qui nous met dans la lumière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors on avait de la chance, c'est que Unilever l'a pris comme un projet payant, c'est-à-dire qu'on a été payé pour notre temps. Mais non, évidemment, Unilever, c'est une machine. On sortait à peu près, je crois qu'en 2 ans, on a sorti 30 films produits. Et en fait, c'était un petit groupe avec 2 commerciales, un planeur et 3 créatifs. Et en fait, c'est marrant parce que même aujourd'hui, alors que je suis plus chez Ogilvy, notre groupe WhatsApp, il est toujours vivant, avec le nom de code, etc. Et on continue à s'en parler parce que c'est l'aventure d'une vie, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre ça très souvent dans notre vie. Et il faut aussi le savourer et le savoir. Et je vous dis vraiment, pendant 2 ans, j'ai souffert. Ça va peut-être paraître exagéré, mais moi qui ne vis que pour ça, je savais que c'était une opportunité qu'on n'aurait pas 2 fois. Merci, merci beaucoup Stéphane. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment, avant qu'on se quitte, peut-être de poser vos dernières questions. Et moi, j'ai une dernière question pour toi, Stéphane. Alors là, on va un petit peu remonter dans le temps à tes années à l'ESP. Si tu as peut-être une petite anecdote, quelque chose à nous raconter, un souvenir, voilà, un petit mot sur l'ESP. Alors, je vais être honnête, j'étais vraiment un cancre. C'est-à-dire que, et j'ai fait le SP en 2 ans, donc avec le BTS. Et en fait, on ne peut pas dire que j'étais un étudiant très, très appliqué. Et en fait, il fallait faire des stages l'après-midi, et je ne les ai pas faits. Et je les ai pas faits et parce que je ne réalisais pas qu'à la fin, il fallait le faire. Et j'en suis pas très fier, mais j'ai inventé tous mes stages pour le passage du BTS et j'ai eu mon BTS grâce à ça. Mais je n'étais pas
j'étais pas un étudiant très appliqué. Alors, Je dois l'avouer. Donc, je le conseille à les personne, évidemment. étudiants, pour les étudiants qui nous écoutent, voilà, bouchez vos oreilles. Exactement. Alors, il y a deux questions que j'ai pas encore. Je vais remonter un petit peu. On avait une question de Fanny. Est-ce que vous ressentez un certain désamour de la publicité de la part du grand public? Alors, non. Non, mais alors, ça va paraître, un peu égoïste, mais en fait, m'en fiche un peu, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais un métier que j'adore, que je ferai gratuitement, qui je trouve est absolument incroyable parce que tous les jours, on apprend des nouvelles choses. C'est-à-dire, tous les jours, on en sait plus sur la société qui nous entoure. Alors, quelquefois, c'est bien, quelquefois, c'est moins bien. Je sais qu'il y a des gens qui refusent de travailler sur certains sujets ou qui vivent un désamour de la publicité. Je pense que les principaux responsables du désamour de la publicité, c'est les publicitaires. Je pense qu'on a laissé, et particulièrement les créatifs, c'est qu'en fait, on a laissé les gens faire, et peut-être beaucoup les commerciaux, à vendre des trucs qui sont pas bien. Et il y a une grande DC française qui est décédée il y a quelques années qui avait une phrase que je trouve absolument géniale, c'est: est-ce que vous voulez faire une bonne réunion ou une bonne campagne? Et moi, je ne veux pas faire des bonnes réunions. Je veux vendre des belles idées et je veux vendre des idées qui font peur au client, mais en lui expliquant pourquoi c'est bien. Parce que même si effectivement il y a un désamour de la publicité, je pense que tous les gens qui sont dans ce chat ont une pub iconique qui leur trotte dans la tête, qui ont une référence avec la publicité. Et moi, je dis souvent, quand je vivais en Europe, les gens me disaient: Ah, tu travailles dans la pub, c'est vraiment de la merde, la pub. Et finalement, tout le monde parlait que de ça. Et des pubs qui les ont marqués. Et je pense qu'on ne se rend pas bien compte de l'empreinte que la pub, bonne ou mauvaise, laisse sur les gens. Et Stéphane Libéras, il dit souvent un truc, il dit entre une mauvaise et une bonne pub, bah, la mauvaise, elle prend tout autant de temps à faire, donc essayons de la faire bien. Et je pense simplement que c'est une question de courage et une question d'obstination et de travail avec le client. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à rejoindre le pub. Et alors, toujours sur ce sujet, mais peut-être sur l'attrait des métiers de la publicité pour les jeunes actifs. Quel est, toi, un petit peu ton constat? Alors, je pense que moi, je comprends le désamour des jeunes pour la publicité et surtout les métiers de la publicité parce que faire de la bonne publicité, c'est de plus en plus compliqué. Et la réalité, c'est que quand on est jeune créatif, c'est un métier très dur qui aime pas trop des mots comme work-life balance, qui en a pas grand-chose. Enfin, par la nature des choses, et je le regrette, hein, c'est pas bien, mais c'est un métier où on est sur le fil, où il faut travailler beaucoup. Et en tant que jeune créatif, on travaille beaucoup aujourd'hui sur du social media. Et est-ce que c'est le rêve d'un jeune rédac d'écrire des posts de social media sur Knacky ou bah non, en fait, il a envie de faire de la grande pub, il a envie de faire des beaux films. Et la réalité, c'est que les briefs sont de plus en plus compliqués et que c'est dur, c'est dur. Et c'est vrai que je le vois ici avec les équipes, c'est que le métier de DC est à ça de passionnant et moi que j'adore, c'est que j'ai essayé de me modeler sur un truc, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de DC et beaucoup que j'aimais pas, en fait. Que j'aimais pas parce qu'ils se battaient pas pour les idées, parce que bah voilà, eux, ils ont fait leur carrière, ils ont fait leur truc, et que comme ça devenait de plus en plus compliqué, moi, je pense pas que je sois le plus grand génie créatif, mais je sais que je vais pas laisser mourir une idée si elle est bonne. Et ensuite, la chose, c'est que c'est compliqué. Bah ouais, c'est que il faut être honnête. Euh, ouais, les meilleurs créatifs, c'est ceux qui vont pas boire des bières, qui restent bosser, qui vont voir leur décès, qui disent tiens, j'ai cette idée-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'ils craquent la bonne idée. Et c'est un métier qui est assez ingrat parce qu'en fait, la courbe d'apprentissage, elle est hyper dure en tant que jeune.
Et ensuite, il y a un moment où si on s'est vraiment bien accroché, si on comprend, et c'est souvent une question de culture d'agence, une question du bon décès, de la bonne équipe, quelquefois aussi du bol, bah, il y a ce pivot qui se fait où d'un seul coup, on gagne. Moi, ce que je disais tout à l'heure sur le fait lorsqu'on a gagné, en fait, on n'a pas changé en tant que créatif. Il y a juste un truc qui a changé, c'est que maintenant les commerciaux écoutent. C'est que l'idée qu'on ne t'aurait pas acheté avant, bah, aujourd'hui, on te l'achète. Et cet apprentissage-là, il est compliqué. Ok. Est-ce qu'on peut te garder encore 2-3 minutes? On a quelques questions. Après, je Ouais, sais bien sûr. Ouais. Alors, pour revenir sur la campagne Unilever, on nous demande à quel moment tu as su que la campagne était un succès en termes de réception du public. Parce qu'en fait, en Thaïlande, elle a cartonné. C'est qu'en fait, on a eu énormément de retombées positives et réellement 100% de positifs. C'est-à-dire que le film a été hyper vu, partagé sur les réseaux sociaux. Et à nouveau, parce qu'en fait, et d'ailleurs, ce qui était compliqué, en fait, c'est qu'on avait envie de le crier au monde entier. Mais en fait, on est bien resté sur la Thaïlande parce que si ce film était sorti et des gens d'extrême droite aux États-Unis auraient dit ah bah voilà une autre façon dans la culture woke infiltre le monde, bah en fait on aurait sans doute dû couper la campagne. Donc en fait c'était assez frustrant parce que ça a cartonné en Thaïlande, mais évidemment bah, pour ça il faut lire thaïlandais. Donc c'était hyper frustrant pour nous créatifs, c'est que il a fallu garder presque secret de la campagne parce on voulait pas que jusqu'au dernier moment, Unilever, sous la pression de lobby complètement tarés, pardon, annule la campagne. C'est fou d'en venir à ça. Ouais. Et alors, une dernière question un petit peu plus technique concernant les books. Tout à l'heure, tu parlais de books et on a Selma qui nous demande donc comment faire quand on n'a travaillé que dans une langue étrangère, donc, et pas dans la langue de l'agence dans laquelle on postule. Voilà, qu'est-ce qu'on met dans son book à ce moment-là? C'est une bonne question, hein. C'est-à-dire que c'est dur parce que je pense que déjà la langue de la pub, c'est l'anglais. Et en bougeant à Singapour, en fait, je suis devenu bien meilleur créatif parce que je parle mieux anglais que français et ça se voit. Donc je dirais, Selma, ça dépend de la langue. C'est bien sûr si vous avez un dossier en allemand et que vous voulez postuler à une agence française, c'est extrêmement compliqué. On va pas se mentir. Et bah, ce qu'il faut, c'est probablement traduire en anglais et targeter les 2-3 agences françaises qui ont des directeurs de création anglophones. Et d'ailleurs, c'est BETC, DDB et TBWA, parce que les autres agences, bah, malheureusement, le français reste la langue universelle. Donc, déjà que c'est compliqué, c'est un peu niveau double de complication. Ouais. Ok, on te fera revenir pour nous parler d'un book lors d'un prochain live. Pas de problème. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On va peut-être te libérer parce que je sais qu'il commence à être un petit peu tard chez toi. Mais encore un grand merci. Encore un grand merci pour ce talk qui était hyper intéressant. On va évidemment le mettre en replay sur notre chaîne YouTube. Donc comme ça, voilà, s'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route, vous pourrez y assister. Et puis, si vous avez des questions aussi pour Stéphane, moi je peux les transmettre. J'ai un dernier truc par rapport au book. Yes. C'est qu'en fait, le truc, c'est regardez, je sais que Love the Work, qui est le site internet des Cannes Lions, est extrêmement cher et pas accessible aux étudiants. Mais il y a 2 étudiants absolument formidables qui aujourd'hui sont créatifs chez Silverpine et Goodby aux États-Unis, qui ont créé un site qui s'appelle Love the Work More. Et chaque année, gratuitement, ils mettent tous les case studies de Cannes. C'est Love the Work More. Et moi, j'ai appris à savoir ce que c'était une bonne idée. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font du sport. Clairement, je fais ni l'un ni l'autre. Moi, je fais un quart d'heure de Love the Work tous les jours. Et Love the Work More, c'est la même chose, mais accessible. J'ai vu que quelqu'un l'avait mis c'est que c'est une bible de tous les case studies. Et moi, je vous conseille un truc, c'est de regarder ces case studies et d'essayer de
produire l'idée. C'est-à-dire, c'est quoi l'insight? Comment on en est venu à cette idée? C'est quoi le brief? Et vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que finalement, il n'y a pas de recette, mais il y a quand même des trucs qu'on peut apprendre et qui sont des choses qui vous permettent d'un seul coup faire du karaté et plus du judo. Merci beaucoup pour tous ces conseils aussi. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Stéphane, vous pouvez me contacter, je lui transmettrai vos questions. Merci à tous. Merci, au revoir.